Le résultat, au bout de 30 heures environ, un peu de patience, on arrive à ça. Bonjour à tous. À travers ce documentaire, je vais vous présenter mon exposition Victor Magenta aplatit la ville. Elle s'est tenue à la mairie du 2e arrondissement en septembre 2023. Alors préparez-vous pour un tour dans Lyon en 80 dessins. Si je reste chez moi et que je dessine, c'est assez rare qu'on vienne taper à ma porte en disant « j'adore ce que vous faites ». Donc ce que j'ai fait, j'ai pris un carnet de feuilles, un stylo et je suis allé dans l'espace public pour réaliser les bâtiments de Lyon. Ce que j'ai appris, c'est qu'il a fallu des millions d'années pour faire ces pierres qui aujourd'hui forment les bâtiments qu'on a sous nos yeux. Ces bâtiments, il a fallu des dizaines d'années pour les créer. Moi, il m'a fallu des dizaines d'heures. Et vous, il vous faut quelques secondes ou quelques minutes pour s'arrêter dessus et sur tous les petits détails. En 2018, j'ai commencé à faire des sorties, mais très sporadiques. Alors, j'y croyais pas vraiment. L'été 2019, je me suis dit que c'était parti. Fallait donner quelque chose, fallait y aller. Donc j'ai fait une sorte de travail de recherche sur 1 heure, 2 heures et plusieurs endroits de Lyon. En gros, je tâtais le terrain. En septembre, là, j'ai vraiment commencé à me remonter les manches et à sortir plusieurs heures par semaine. Et naturellement, il y avait des curieux et ces curieux sont aujourd'hui des amis. On a échangé plein de choses sur tout et sur rien en fait, pas forcément sur mon art. Vraiment, ça m'a touché au début, la curiosité des gens et surtout en fait ceux qui ont osé me dire ouais, j'aime bien ce que tu fais, est-ce que tu peux dessiner mon bâtiment là où j'habite. Et ma première commande c'était le palais de Flore qu'on retrouve dans le quartier de la Part-Dieu à côté des Brotteaux. Voilà. Ça m'a permis de faire un format A3, aller un petit peu plus loin. Ok, c'est moi qui tiens le stylo, c'est moi qui fais tout, qui passe ses heures à dessiner et à rencontrer les gens, mais les gens ont aussi leur rôle à jouer. Derrière tout ça, derrière tous ces coups de crayon, en fait, se cache l'ensemble de ces rencontres ou l'ensemble de ces coups d'œil que chacun a pu jeter et de ces rires ou de ces conversations sur un peu tout, en fait. J'ai toujours aimé les images, mais celle qui m'intrigue le plus, ce sont les gravures. Il y a longtemps, je me demandais comment les graveurs arrivaient à représenter des visages, des arbres ou des maisons à l'aide de hachures. Plus ou moins espacées, parfois superposées ou en variant l'épaisseur. C'est donc avec Gustave Doré, un des illustrateurs et peintres les plus prolifiques du XIXe siècle, que je vais commencer ma présentation de certains artistes que j'apprécie. Je me souviens être allé voir l'exposition L'imaginaire au pouvoir, en 2014 au musée d'Orsay. Je vous assure que je n'ai pas regretté mon voyage. C'était époustouflant. Il a mis des images sur les histoires que l'on connaît tous, des personnages de Rabelais aux contes les plus célèbres, en passant par les scènes de la Bible. Et les premiers à avoir utilisé cette technique, c'est-à-dire environ au XVIe siècle, ce sont Martin Schongauer ou bien Albert Dürer. Lui a compris qu'avec ce procédé, ces images marquées de son monogramme AD pourraient voyager à travers l'Europe et ainsi se faire connaître au-delà des murs de la ville. Aujourd'hui, on vit dans une époque où la reproductibilité technique des images, qu'elles soient numériques ou imprimées, rend leur diffusion exponentielle. Donc c'est pas les images qui manquent. Selon moi, il y a 2 choses précieuses qu'on oublie. La première, c'est la conversation spontanée entre citoyens. Et l'autre, c'est que paradoxalement, on a beau être inondé d'images d'art, ce n'est que rarement qu'on les voit en vrai. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas reproduire la majorité de mes œuvres. Elles vivent là où elles sont créées, et à leur tour, elles créent des interactions avec chaque personne qui les regarde. Internet est un puits immense d'informations, d'actualités, d'histoires, de connaissances et de divertissements. Mais c'est une illusion de croire que l'on peut tout faire avec. Cette vidéo est comme une capsule intemporelle se retrouvant sur Internet. Je préfère cette qualité d'un travail lent, attentif et unique à la quantité des réseaux sociaux. Je trouve que c'est moins vivant, moins spontané et plus distant que l'espace public.
Ça n'a pas de saveur, en fait. Ce que j'aime, c'est les ambiances des quartiers. Et là, par exemple, c'est la place des Jacobins où je m'installais que le dimanche matin parce que le magasin Nespresso est fermé. Si on s'approche un peu, la particularité de ce dessin, c'est, comme je l'indiquais avant, son côté cappuccino. Parce que la fontaine des Jacobins n'est pas distincte des bâtiments qui se trouvent derrière. Et donc, je peux m'installer le long des marches. Et, et ce truc-là où les gens vont à la boulangerie acheter un croissant, une baguette, et c'est calme, on est le dimanche, les voitures passent pas trop. C'est vraiment ces odeurs, ces moments de quartier que j'aime bien. Et en revanche, parfois c'est mardi matin, je suis au milieu d'une rue passante, chacun va au boulot et là personne s'arrête. À force, j'ai développé un savoir-faire ou du moins un ressenti pour savoir, pour, pour être là et capter en fait une sensation de la semaine, de la journée, du matin et de tel ou tel endroit. Et c'est assez marrant de voir la réceptivité des gens qui changent en fonction de tout cela. Le peintre anglais William Turner alla en Italie en 1928. Sur sa route, il s'arrêta à Lyon et nous laisse aujourd'hui quelques traces de la ville d'autrefois. On peut voir sur ce dessin une flèche de l'église de Saint-Nizier, puis le pont de Change dans le prolongement qui, après un millénaire d'existence et de nombreux changements, fut détruit en 1974. Enfin, à l'aplomb de celui-ci, sur la colline de la Croix-Rousse, on aperçoit la tour Pitra, qui n'atteignit jamais les 100 mètres de hauteur espérés par son constructeur. William Turner nous laisse désormais un témoignage sensible des quais de Saône, où chacun peut compléter les espaces vides du dessin par son imagination. On peut penser qu'il aurait fait ses vues de Lyon avec ses couleurs et son panache qui caractérisent son style, si le tube de peinture avait existé, mais ce n'est que 10 ans plus tard qu'il fut inventé. À sa mort, naquit une autre personnalité, locale cette fois. Quelqu'un qui marqua fortement les habitants de la capitale des Gaules. C'est Jean-Baptiste Drevet, dit Johannes Drevet. Il a permis d'illustrer de nombreux ouvrages aux alentours de 1900, comme Le Lion de nos pères ou Vieille pierre lyonnaise de Emmanuel Vintrinier, ou bien encore Lyon pittoresque d'Auguste Bleton. Tous ces ouvrages permettent d'apprendre les histoires inépuisables de cette ville et de ses alentours. Mon œil est fasciné par la densité des détails de tous ces bâtiments. Ça reste coincé dans la rétine, et le seul moyen de me défaire de ça, c'est de passer des heures à dessiner le travail extraordinaire des tailleurs de pierre, des charpentiers, des couvreurs, des ébénistes, des ferronniers et de tous ceux qui aiment travailler la matière. Pour réaliser mes œuvres, il me faut plusieurs ingrédients. À commencer par un feutre noir et du papier à grains. Ça veut pas dire que les poules le mangent, mais qu'il n'est pas lisse, il a du grain. Avec ces outils, je peux exprimer ma technique. Elle consiste à dessiner ce que je vois à main levée. Parfois, je pars d'une fenêtre, puis j'en rajoute une autre, et ensuite, je croise un arbre, une statue ou la sonne. Ainsi, d'après certaines personnes, ma feuille se remplit comme une photocopieuse. Sauf que les photocopieuses sortent la même image, et nous, les êtres humains, avons chacun notre propre façon d'écrire. J'ai déjà entendu plusieurs enfants dire à leurs parents « Regarde comment le monsieur il écrit ». À travers leurs yeux, il n'est pas bête de dire que écrire ou dessiner, ça consiste dans tous les cas à déposer de l'encre sur du papier. J'ai une autre manière de procéder qui consiste à faire le contour des bâtiments et à suggérer différents étages. Puis je viens rajouter toute la texture à l'intérieur. C'est de la pierre, des végétaux, de l'eau, du verre, du bois. Pour ça, j'incline plus ou moins mon feutre, je suis attentif à l'usure de la mine, ça permet de faire des traits différents. Suivant son état, il aura un noir profond ou diminué, qui parfois amène à croire que j'ai utilisé du fusain. Les autres ingrédients qu'il faut, c'est de la patience, ainsi qu'une bonne vue. Et là, autant la patience, ça s'apprend, autant avoir une bonne vue, ça se décide pas. Le dernier ingrédient qu'il faut pour réussir un bon dessin, c'est aimer les gens, en fait. Si on catégorise un peu trop, si on manque d'ouverture d'esprit, si on se fie trop à ses préjugés, en fait, dans l'espace public, on risque de ne pas s'entendre avec toutes les personnes qu'on croise. Hein. C'est ce que j'aime avec l'espace public. Ça appartient à tout le monde, donc peu importe sa condition, peu importe son âge, peu importe son humeur, on est là et on a le droit de se balader, de flâner
et de s'arrêter si on veut, si sa curiosité a été piquée par un de mes dessins. Faut s'imaginer que quand je sors dans la rue, je mets mes cadres à côté. Et par exemple, j'aurais pu avoir le dôme de l'Hôtel-Dieu, une vue de la Saône ou 2 exemplaires de Saint-Georges que je mets à côté de moi et qui interpellent les gens. Donc là, il y a des murs, on met des cimaises et ça ne bouge pas, mais ça peut prendre la forme d'un trottoir, un rebord de fenêtre, je mets un petit crochet, des choses comme ça pour faire des expositions éphémères et informelles en fait. Ces expositions éphémères et informelles, elles prennent tout son sens ici à la mairie de 2e parce que j'ai réuni les 80 dessins et là on voit l'ampleur du travail et aussi on voit c'est un autre contexte, c'est pas l'hiver, il fait froid, où il y a du vent, où on doit aller au boulot ou aller faire une course. On peut s'arrêter 1 heure à observer le fruit de tout ce travail-là. Je préférais attendre 4 ans avant de faire ma première vraie exposition pour vraiment marquer le coup, pour faire une belle rétrospective. Un jour, alors que je dessinais la chapelle de l'Hôtel-Dieu, je fis la connaissance de Damien Voutet. Il est expert, spécialiste dans la peinture. En voyant mes dessins, il m'a appris l'existence d'un personnage haut en couleur, Marcel Bascoulard. Cet artiste vécut jusque dans les années 1970 à Bourges, avant de disparaître dans de tristes conditions. Il était connu et apprécié des habitants et des commerçants. Il avait la particularité de dessiner la ville avec une extrême précision. Son œuvre circule encore aujourd'hui dans des expositions comme le Festival du dessin à Arles en 2023, ou bien à travers des livres qui racontent l'excentricité de ce personnage qui aimait s'habiller en femme. Je pense que cette douce folie reste tout à fait raisonnable, car il ne faisait de mal à personne. Il a marqué la mémoire des rares habitants de Bourges que j'ai pu croiser aujourd'hui, et qui ont tous confirmé ce que j'avais entendu de lui. Je vous mets un reportage dans la description si vous voulez en savoir plus. Pour réaliser le panoramique de Lyon, je suis allé au belvédère de l'Esplanade de Fourvière. Alors, ça avait une particularité parce qu'à l'été 2021, les aéroports étaient encore à moitié fermés, tout ça. Donc, j'avais que des Français, excepté des groupes d'Allemands le matin, puisque j'arrivais vers 8-9 heures sur les lieux. Et à partir de 10 heures, je savais que j'avais 2 groupes d'Allemands qui venaient pour contempler le paysage lyonnais de cette manière-là. Et à l'occasion, j'ai eu un Texan polonais qui passait par là avec sa famille, mais vraiment guère plus d'étrangers que ça. Une autre anecdote vis-à-vis de ce dessin-là, c'est que vous voyez le quai Saint-Antoine ici. Finalement, j'ai capturé l'estancade, c'est-à-dire ce double pont en bois qui était fabriqué des années auparavant et qu'ils ont enlevé pour la rénovation du quai. Les rencontres m'ont amené à retrouver mon premier métier, peindre sur les murs. En dessinant, j'avais rangé la couleur pour me concentrer sur le noir et le blanc. Le dessin, c'est la structure de toute image. Ça nécessite beaucoup de boulot pour comprendre comment représenter en 2D ce qui est en 3D. Il faut aussi maîtriser la déposition du pigment sur la feuille et se laisser porter par des coups de crayon que l'on ne décide pas. Grâce à ce projet de peinture murale, je suis venu ajouter de la couleur, cette composante qui me fait aller de dessinateur à peintre. La couleur, tout de suite, ça complexifie les choses. Il y en a une myriade de possibilités. Il y a plusieurs techniques en plus. Est-ce que c'est de l'aquarelle, du crayon de couleur, même de la peinture? Donc il faut trouver son style. Et moi, pour l'instant, j'ai fait des recherches, j'ai fait des dessins qui se valent en soi, mais j'ai pas encore percé le mystère de c'est quoi ma patte, c'est quoi du Victor Magenta en couleur. C'est une affaire à suivre, c'est une affaire qui demandera encore du temps, encore des encouragements aussi, pour parvenir à révéler un style Victor Magentesque. C'est dur à prononcer.
Le marché de l'art est quelque chose de relativement intéressant à étudier, car au cours des siècles, les acteurs ne sont pas toujours les mêmes, les définitions de l'art changent, ce qui a de la valeur à un moment n'en a plus le lendemain, les artistes créent du changement ou annoncent les changements à venir. Bref, c'est assez compliqué, mais passionnant. D'un autre côté, il y a l'histoire de l'art. Selon moi, cet apprentissage doit être quasi hebdomadaire pour un artiste, que ce soit voir des expositions, lire des livres, discuter avec des artistes, etc. Il faut se nourrir de tout ce que l'on trouve pour savoir par-delà l'image. Il est très enrichissant d'aller porter une oreille attentive à leur vision du monde, et il est tout aussi important de connaître le modèle économique qui les porte, car ça en dit beaucoup sur une époque donnée. Et bien sûr, il y a leurs œuvres. C'est pourquoi je voudrais faire un bref survol d'une sélection assez spontanée et intuitive des peintures qui m'émeuvent. Un tableau commence généralement par le dessin. Et pour ça, j'attire votre attention sur cette esquisse de Luca Cambiaso d'une descente de croix. Son étude est d'une modernité incroyable. Les traits sont épais, les formes géométrisées et les ombres efficaces. Cette scène de la Bible me fait toujours penser à chaque pigment que l'on accompagne dans sa descente vers la feuille. Ensuite, il y a Félix Vallotton et Nicolas Roerich qui sont tous deux contemporains. Ils ont vécu à cheval sur le 19e et le 20e siècle. Je ne sais pas s'ils se sont connus, mais leurs paysages ont un choix tellement audacieux, leur palette nous amène si loin. Ce sont des œuvres qu'on ne peut contempler qu'en vrai. Ils ont chacun eu une rétrospective ces dernières années à Paris, c'était pour moi une priorité de m'y rendre. Dans l'histoire de l'art, il y a un style que j'affectionne particulièrement, c'est le maniérisme. Après les grands maîtres, comme Raphaël, Léonard de Vinci ou Michel-Ange, qui ont mis la barre si haute, les peintres ont éprouvé le besoin d'évoluer. Il fallait trouver quelque chose d'autre. Alors, Pontormo et le Gréco ont marqué ce temps d'après. Les corps ont commencé à s'allonger, à se déformer, les palettes de couleurs ont pris leur liberté. Beaucoup d'œuvres des peintres de cette période me donnent des frissons quand je les vois. J'aime la peinture, et je ne dis pas ça car c'est évident. C'est aussi pour exprimer mon amour de ce qui nous entoure. Que ce soit les animaux comme Rosa Bonheur a observé et peint des animaux de manière si vivante, et la nature avec. J'aime observer la course du soleil, je suis fasciné par le rythme des saisons et le cycle des végétaux. Et je trouve qu'elle nous invite à sortir le nez de nos images pour aller voir la vie en vrai. Grâce à Francisco de Goya, on goûte à des sujets d'une grande profondeur. Il nous invite à l'intérieur, dans notre intérieur. C'est des tableaux que l'on ne peut pas zapper en quelques secondes. Il dit beaucoup de choses en une seule image. Par exemple, cette duchesse. Pourquoi a-t-elle sa main qui pointe vers le bas, ses chaussures piquantes et ses nez affûtés? Que nous racontent ses bras oranges et cette touche de pinceau? Flora Juknovic est une artiste peintre née en 1990 et me permet de parler de la touche. Ici, on voit avec quel panache et une grande technique qu'elle crée des formes qui sont familières pour peu qu'on y prête attention. Son geste et sa patte sont reconnaissables entre mille. On peut aussi découvrir cette qualité chez Emily Carr. C'est une peintre canadienne née en 1971, qui rajoute à son coup de pinceau une partie de son imagination. J'aime observer les tableaux de très près quand je suis au musée. Je me fais toujours la remarque, mais comment est-ce possible de réaliser ça? Je veux le découvrir. Pour finir, c'est chez Romano Palca que j'ai trouvé l'envie d'être persévérant, déterminé. Il a écrit durant 50 ans une suite de chiffres sur des grands formats en commençant par le chiffre 1. À son décès en 2011, il atteignit le nombre vertigineux de 5 607 240. C'est à partir d'1 million qu'il a commencé à rajouter 1% de blanc dans le fond à chaque nouvelle œuvre, et ce faisant, les chiffres se confondaient de plus en plus avec l'arrière-plan. Il nous montre le temps qui passe et l'unique dans chaque répétition. J'interprète aussi ça comme le fait de faire des petites choses tous les jours, ça nous amène à créer l'œuvre de notre vie à la fin. Nul besoin d'exploits titanesques. J'aime beaucoup le vélo, c'est pratique pour se déplacer, même pour voyager. Et une fois au mois de mai, je faisais du vélo sans les mains. Résultat des courses, je suis tombé, je me suis cassé le poignet. Malheureusement, c'était mon poignet droit, et moi je suis droitier. Alors, chemin faisant, c'est pas la première fois que dans ma vie d'artiste j'ai de l'adversité. Alors qu'est-ce que je fais? Je m'y confronte. J'ai utilisé ma main gauche et je suis allé réaliser l'hôtel de ville de la place des terreaux, de la main gauche. Ensuite, je voulais quand même avoir une comparaison, donc quelques mois plus tard, juste avant le début de l'exposition, je me suis hâté et j'ai réalisé le même dessin, mais de la main droite. Je vous laisse tirer vos propres conclusions. Mais surtout, quand vous faites du vélo,
Mettez les mains sur le guidon. Étant enfant, j'avais l'intime conviction que les images fixes pouvaient changer le monde. Donc à l'adolescence, je me suis décidé à devenir artiste peintre, alors même que mes compétences de dessin étaient plutôt vagues. Je n'étais pas un dessinateur né, encore moins un peintre, j'avais juste beaucoup de volonté. Avec le temps, j'ai appris à organiser mes élans créatifs. En vieillissant, je m'aperçois que les petites choses ont une grande valeur. Il y a peut-être des événements qui marquent un pays tout entier, mais il y a surtout le quotidien de nos vies. Dans cette idée d'échelle, il y a la question de l'agir. En allant à la pharmacie chercher mes pansements pour mon poignet cassé, la gérante me dit « Pourquoi trier ces déchets alors qu'en réalité de gros pollueurs ne s'embêtent pas avec ça ?» Il me semble qu'elle se demandait comment agir réellement sur le monde. Je ne sais pas, selon moi on ne peut rien faire. On peut seulement porter plus d'attention à ce qui s'offre à nous ici, présentement, et pas ailleurs et plus tard ou plus tôt. Je me suis longtemps agité avant de me rendre compte que mon esprit passait son temps à voyager dans ses pensées, alors que mon corps, lui, n'avait pas bougé d'un centimètre. Voilà tout. Maintenant je repars au contact des gens, dans le but de rendre ma création vivante et quotidienne. Je ne peux pas passer mon temps à alimenter la machine internet. Je veux être dans le réel. Merci pour votre écoute, et à bientôt sur les quais, sur une place ou sur un bout de trottoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et avec toutes ces anecdotes et ce que j'ai pu expliquer sur ma démarche.